il s'est mis à tousser au milieu de la nuit, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la puanteur qui se dégageait de son propre corps. Il fallut changer son oreiller avant l'aube. Le pus avait imprégné le lin, laissant une tache presque noire. Les serviteurs n'osaient plus entrer sans bandage. Le corps ne sentait ni la vie, ni même la mort, mais quelque chose d'autre, d'oublié, comme l'humidité sous les autels où les reliques des saints pourrissaient depuis des siècles. Officiellement, le roi Alphonse IX d'Espagne régnait encore. Son nom figurait toujours dans les documents, bien que personne ne l'ait vu depuis plus de 3 semaines. La dernière décision, écrite d'une main tremblante, concernait l'exécution d'un de ses conseillers, soupçonné d'avoir des liens avec la couronne française. Mais personne ne savait plus si cet ordre avait été exécuté. Certains affirmaient qu'on avait guidé sa main. D'après les notes du valet Juan de Loza, l'état du roi s'était détérioré de manière brutale et irréversible. Au 6e jour de fièvre, la peau de Sa Majesté a commencé à noircir sur la poitrine et les cuisses. Les décoctions d'écorce de chêne et de cendres de taureaux morts n'ont pas aidé. Le docteur Bautista a recommandé d'appliquer des compresses d'argile et de lait, mais le pus a commencé à apparaître même sur les joues. Au début de la 4e semaine, la maladie prit un caractère impie. Selon les rumeurs, le roi se mit à parler à sa défunte mère, à voir des visages de démons sur les tapisseries et à appeler le prêtre 10 fois par nuit. Son entourage remarqua que son corps ne maigrissait pas tant qu'il se desséchait. La peau se détachait des muscles. Les ongles tombaient lors du changement des bandages. Les paupières étaient à coller. À cette même époque, la lutte pour la régence s'intensifia. Le fils aîné issu du premier mariage, l'infant Rodrigo, exigeait d'avoir accès à son père. On le lui refusait. Au nom d'Alphonse lui-même, le chancelier Martinez affirmait que le monarque était saint d'esprit, bien qu'il souffrît d'une faiblesse passagère. En secret, les gardes avaient reçu l'ordre de ne laisser approcher le corps ni les prêtres, ni les membres de la famille, ni même les médecins sans l'accord de Martinez lui-même. L'inquisiteur Don Luis de Sarraza, qui s'était rendu au chevet du monarque sur ordre secret, nota plus tard dans son rapport: J'ai failli perdre connaissance. L'odeur ne provenait pas seulement du corps, mais semblait émaner de la chair même des murs. J'ai vu la peau de Sa Majesté se décomposer sur son ventre. Elle grouillait de verre. Il était conscient, mais ne parlait pas. Il murmurait seulement des prières en regardant le plafond. J'ai essayé de toucher son front, mais on m'en a empêché. Sa peau était glissante et se décomposait au toucher. Les serviteurs qui osaient encore entrer affirmèrent plus tard avoir vu des rats ramper sur le sol pendant la nuit, et personne n'osait les chasser. On les considérait comme des messagers de l'enfer. Un jour, l'un d'eux se glissa sous le lit, et le roi poussa un cri, le premier depuis 3 jours. Le médecin officiel proposa d'ouvrir les abcès au scalpel, mais après l'intervention, le contenu jaillit avec une odeur si nauséabonde que 3 personnes perdirent connaissance. Le rapport du médecin de garde indiquait: la chair de Sa Majesté exsuda un liquide dont la consistance et l'odeur rappelaient une marinade pourrie. Nous n'avons pas pu déterminer son origine. Le front du monarque restait sec et froid. Il est possible que la putréfaction provienne de l'intérieur. La situation politique devenait de plus en plus fragile. Un messager arriva du Portugal avec des nouvelles des revendications du cousin d'Alphonse, le duc Manuel.
Sa lettre parlait de châtiment divin et de signe de la fin d'une lignée. Cela renforça la paranoïa du chancelier, qui ordonna de réécrire le testament en faveur du fils cadet d'Alphonse, le jeune Henri, dont il deviendrait lui-même le régent. Lorsque le chancelier entra dans la chambre pour obtenir la signature du monarque, il le trouva dans un état quasi inconscient. Un liquide trouble coulait de ses oreilles. La chair de sa cuisse droite était noircie. Néanmoins, sa main tremblante traça une signature bancale. Le témoin du rapport du serviteur Pedro affirma: la signature n'était pas écrite avec une plume, mais avec du sang. Sa Majesté a dit d'une voix rauque: ils pourrissent plus vite que moi. Nous n'avons pas compris de qui il parlait. Un jour après cet incident, les hallucinations ont commencé. Le roi se débattait dans son délire, criant qu'un loup était dans ses entrailles. Il réclama un couteau et tenta de se trancher le ventre, mais ses mains étaient trop faibles. Il ordonna alors au médecin de le faire. L'un d'eux fit semblant d'obéir en pratiquant une incision sur des tissus déjà nécrosés, après quoi le roi perdit connaissance. Les rumeurs sur ce qui se passait se répandirent hors du palais. Une foule se rassembla près de la cathédrale Sainte-Catherine. Certains priaient, d'autres réclamaient une audience royale. La nuit précédente avait été particulièrement effrayante. Des cris, comme si du verre se brisait, avaient retenti dans les appartements. Puis, le silence. Le lendemain matin, l'un des serviteurs les plus âgés déclara: le roi est vivant, mais à l'odeur, il n'est plus là. On ne changea plus le roi d'habit. Toute tentative de changer sa chemise ou ses draps se soldait par la peau qui restait collée au tissu. Le dernier serviteur qui se décida à changer ses sous-vêtements les laissa tomber directement dans le foyer. Des lambeaux de chair restèrent accrochés à l'ourlet. Le médecin Bautista qualifia ce phénomène d'autolyse mortelle. Personne ne contesta son diagnostic. Une bande sombre, semblable à une brûlure, apparut sur son cou. On tenta de la recouvrir d'une pommade à base de cire, mais le tissu enfla et, pendant la nuit, 2 vers en sortirent. Le matin, lorsque le médecin tenta d'examiner la blessure, une odeur douce et âcre s'en dégagea. Bautista ordonna à personne de toucher le coup. Le même jour, il nota: il est vivant, mais son organisme se comporte comme un cadavre. Ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose de vieux. Nous ne savons pas comment le soigner. Des rideaux imprégnés de vinaigre et de résine de sapin furent cloués aux portes de la chambre. Mais l'odeur continuait de piquer les yeux. Les gardes postés à la porte étaient relevés toutes les 40 minutes. Les gens sortaient le visage rouge et avec des maux de tête. L'un d'eux, Hilario del Toro, démissionna sur-le-champ sans même retirer ses gants. Son rapport était bref. J'ai vu des mouches sortir de son oreille. Des voyageurs commencèrent à apparaître dans la cour. Certains disaient que le roi était maudit. Des vieilles femmes jetaient des notes avec des prières dans la porte. Un mendiant cria que le corps du souverain était déjà entre les mains des démons. Il fut battu, mais pas arrêté. Les moines du monastère Saint-Fabien firent passer un message par l'intermédiaire du chapelain adjoint. S'il n'y a pas de cérémonie de purification, la puanteur envahira toute la ville. Personne ne passait la nuit dans les appartements, à l'exception du chancelier Martinez et d'un serviteur sourd-muet. Les autres serviteurs refusaient d'entrer sous divers prétextes. Le prêtre Rufino, qui servait à la cour depuis 20 ans, demanda à 3 reprises qu'on le laisse entrer pour prier. On ne le laissa entrer que le 4e jour, lorsque le roi s'écria:
Ils me brûlent, ils sont à l'intérieur. Plus tard, Rufino refusa de décrire ce qu'il avait vu. Il se contenta de dire « Je ne suis plus au service des vivants ». Pendant ce temps, la panique gagnait la capitale. Sur les marchés, on commençait à dire que le roi était mort, mais que son corps n'était pas sorti par crainte. Dans des lettres retrouvées plus tard dans les archives, le duc de Linard écrivait « Le pouvoir suprême est pourri. Ils ont peur d'admettre que le trône est vide. La puanteur a atteint le conseil. Ce n'est pas la puanteur des corps, c'est la puanteur de la peur. » L'état physique du monarque empirait de jour en jour. Sa température ne descendait pas en dessous de 40 degrés. Son pouls était faible et irrégulier. Un liquide semblable à du miel coulait de ses yeux. Son ventre était gonflé et dur. Des fissures apparurent sur ses jambes. De petits vers blancs commencèrent à sortir de sous ses ongles. Les médecins militaires, appelés pour une autopsie d'urgence, écrivirent « La peau se détache par lambeaux. Nous ne soignons plus, nous observons la décomposition. » L'un des gardes qui se tenait près de la chambre déclara sous serment « Je l'entendais râler comme s'il respirait dans la boue. Parfois, le lit grinçait comme si quelqu'un rampait dessous. » Le chancelier Martinez s'était enfermé dans sa chambre. D'après les souvenirs d'un des scribes, ses yeux étaient injectés de sang. Il disait qu'il sentait la mort derrière la porte. Il ne donne plus de conseils, il prie. La reine-mère, jusqu'alors privée d'influence, commença à organiser des réunions avec les ducs. Elle exigea d'être autorisée à voir son fils, mais on lui refusa. En réponse, elle ordonna de bloquer les issues de secours du palais. L'un de ses proches écrivit plus tard « Si le trône est vide, il doit être purifié. Nous ne pouvons pas attendre que les vers sortent eux-mêmes avec une proclamation. » Les ambassadeurs étrangers, français, anglais, vénitiens, demandèrent la preuve que le roi était vivant. On leur remit une lettre manuscrite, signée d'une main étrangère. Les ambassadeurs refusèrent de l'accepter comme authentique. Dans la nuit du 13 au 14, les gardes quittèrent le couloir principal. Les chambres furent scellées. Le médecin Bautista, sortant de la chambre avec les manches retroussées jusqu'au coude, déclara « Le cœur bat encore, mais tout le reste est mort. » Le lendemain, le ciel au-dessus du palais était couvert de fumée. Les habitants du quartier sentaient une odeur de pourriture. Des rats, qui n'avaient pas été vus depuis longtemps dans les couloirs, commencèrent à apparaître dans les caves. Mais la mort n'était toujours pas venue. Il ne pouvait pas parler. Sa bouche était sèche et craquelée, ses lèvres étaient gercées et recouvertes d'une croûte noire. Lorsque le médecin tenta de les humidifier avec une décoction, la peau se détacha avec la moustache. La langue devint rouge, puis grise. La tentative d'introduire un morceau d'éponge dans sa bouche se solda par un vomissement. Le roi s'étouffa avec sa propre mucosité. L'urine cessa de s'écouler. Son ventre était encore plus gonflé et émettait un son sourd et faible au toucher. Lorsqu'on tenta une nouvelle fois de l'essuyer, un liquide couleur sang séché, mêlé de lambeaux de tissu et de pus, jaillit de son aine. Sur ordre de l'aumônier, on aspergea le lit de vin, puis d'eau bénite. L'odeur était impossible à masquer. Elle imprégnait les cheveux, les vêtements, les murs. L'aumônier Rufino nota « Ça ne sent plus la mort, ça sent l'enfer ». Les doigts du roi noircirent, ses ongles se détachèrent, son pied droit devint noir, tandis que le gauche se couvrait de plaies jaunâtres. On remarqua un mouvement au niveau du talon.
des larves d'insectes. Le moine qui proposa de les gratter reçut une gifle de Martinez. Personne n'osait plus toucher le corps. À cette époque, l'un des héritiers, Don Ferrand, tenta d'obtenir une audience. On lui refusa. Il quitta la ville et commença à rassembler des partisans à Ségovie. Selon un rapport d'espion, il annoncera la mort le jour où le corps ne pourra plus être montré. Alors, la vérité sera inutile. Le conseil se réunissait chaque nuit. Personne ne savait comment agir. La reine-mère exigeait que son fils soit empoisonné afin que l'esprit de l'enfer ne puisse sortir de sa bouche. Les procès-verbaux ont conservé ces paroles. On y lit également: Quand je l'ai mis au monde, il n'a pas pleuré. Maintenant, qu'il meure en silence. Les tentatives pour ramener le roi à la conscience se poursuivirent. On utilisa de la vapeur de romarin, des infusions de mandragore, des frottements avec du sel et même des transfusions de sang de chèvre dans les plaies de ses avant-bras. En vain. Le médecin Bautista déclara que la décomposition l'emportait sur la vie. Tard dans la nuit du 22, un gémissement se fit entendre. Il était faible, mais distinct. L'un des scribes s'approcha et entendit: « Laissez-les entrer, laissez-les finir. » Après cela, le roi se tut à nouveau. La même nuit, le plus jeune cuisinier disparut du palais. Son corps fut retrouvé dans une fosse à fumier. Il avait tenté de se faufiler dans les appartements pour voir le maudit jusqu'à la fin. Le mot « péché » était gravé au couteau dans son dos. Le duc de Linard envoya un message à Madrid. « Nous ne discutons plus de savoir s'il est vivant ou mort. Nous discutons de qui occupera son lit. » Le matin du 23, un événement imprévu se produisit. Le drap qui recouvrait le roi commença à bouger. Le médecin poussa un cri, pensant que le corps avait repris vie. Mais lorsqu'on l'ôta, des dizaines de vers blancs sortirent de la bouche, des yeux et des narines du monarque. Ils se répandirent sur son visage et se agitèrent dans ses oreilles. L'un d'eux tomba sur le sol et disparut rapidement sous les planches. Le moine Rufino jeta son encensoir et s'écria: « C'est un signe. » On l'emmena. Les charpentiers commencèrent à recouvrir la chambre de planches, espérant contenir l'odeur et les rumeurs. Une inscription apparut sur la porte: « Ne pas entrer, ni vivant, ni mort. » Le chancelier Martinez ne quittait presque pas la pièce. Dans un rapport trouvé dans les archives des années plus tard, il écrivait: « Si nous admettons qu'il est mort, nous perdons le trône. Si nous disons qu'il est vivant, nous perdons le pays. » Les habitants vivant à proximité du palais commencèrent à déménager. La place du marché se vida. Un cordonnier se pendit en laissant une note: « Il ne mourra pas tant que je vivrai. » Les cloches des églises ne sonnaient pas, et les gens disaient que même Dieu ne voulait pas entendre ce bruit. Les gardes rapportaient que des rats étaient apparus dans les étages supérieurs. On entendait des bruissements dans les appartements. Le serviteur Gomez a déclaré sous serment: « Ils n'ont pas peur. Ils sont assis près de la porte et attendent. » Tard dans la nuit du 24, le corps commença à émettre des sons. On appela d'urgence les médecins. Bautista déclara: « Des gaz, c'est la fin. Il n'y a plus rien de vivant à l'intérieur. » 2 heures plus tard, le ventre du monarque éclata. 2 jours après que la peau du ventre du monarque se soit fendue et qu'un liquide épais, vert foncé, parsemé de larves blanchâtres, ait commencé à s'écouler, la porte de ses appartements fut scellée avec du cire. Officiellement, pour assurer la tranquillité de Sa Majesté, officieusement,
pour empêcher la puanteur et la panique de se propager dans le palais. Les gardes se tenaient debout, des chiffons sur le visage, certains portant des masques imbibés de vinaigre. Personne n'était autorisé à s'approcher du corps. Le dernier à entrer dans la salle fut l'aumônier Bernard, envoyé pour lire les psaumes. Une demi-heure plus tard, il sortit en silence, laissant tomber le parchemin avec la prière, et personne ne le revit jamais. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'était enfui dans un monastère, où il avait recouvert son visage de cendres et fait vœu de silence. Pendant ce temps, une bataille silencieuse faisait rage au conseil. Il n'y avait pas d'héritier légitime. Le monarque avait un bâtard, reconnu de son vivant, mais rejeté par l'Église. Les nobles les plus âgés insistaient pour une régence collégiale, tandis que les jeunes gardes réclamaient la proclamation immédiate d'un nouveau suzerain. Le testament n'avait pas été signé. Le parchemin avec son brouillon gisait sur la table du chancelier, à côté d'une tache de sang. Le corps se décomposait rapidement. Le médecin Giraud rapporta: la température dans les appartements est élevée et la chair est pourrie jusqu'aux os. La cage thoracique est apparue, les organes ont gonflé. Des vers sont sortis par la bouche. Cela ne nécessite pas d'embaumement, mais une incinération. Cette proposition a provoqué l'indignation du clergé. L'évêque Morat affirmait que l'incinération du corps du roi était un outrage au trône et remettrait en question tout son règne. Il fut alors décidé d'envelopper le corps dans 3 couches de tissu, de le recouvrir de vinaigre mélangé à de la cire et de le cacher dans un cercueil en plomb. L'opération dura toute la nuit. Les charpentiers refusèrent de s'approcher. Il fallut faire appel à des serviteurs de la cuisine. Ils affirmèrent que le corps n'avait plus aucune forme. L'un d'eux déclara plus tard: nous pensions que c'était un taureau mort, mais c'était un homme. Le cercueil fut emporté en secret à 4 heures du matin. La chapelle était vide. Le lendemain matin, une épidémie se déclara parmi ceux qui se trouvaient dans la partie sud du palais. 5 personnes, dont l'un des gardes du corps, moururent de fièvre accompagnés d'ulcères purulents. Le corps fut enterré dans la cour arrière du monastère Saint-Guillaume, dans un sol recouvert de sel et de plomb. La tombe ne fut pas marquée. Entre-temps, les rumeurs se répandirent dans la capitale. Les gens affirmaient que le roi n'était pas mort, mais qu'il avait pourri parce qu'il avait été excommunié, que des serpents sortaient de sa bouche et que son corps portait des traces de morsures. Les paysans se mirent à sonner les cloches pendant la nuit. Le 3e jour après l'enterrement, la foule fit irruption dans l'église où se déroulait la messe et exigea que l'on célèbre à nouveau les funérailles afin que l'esprit ne revienne pas. Des affrontements éclatèrent dans le palais même. La garde soutint le bâtard, mais les nobles appelèrent l'armée des provinces du Nord. Le chancelier fut empoisonné 6 jours plus tard, selon les rumeurs, par du poison versé dans son encrier. Au cours des 2 semaines qui suivirent, 3 gouverneurs se succédèrent, aucun d'entre eux ne restant plus de 5 jours en fonction. Dans leurs lettres, les prêtres décrivaient ce qui se passait comme le jugement de Dieu envoyé sur une lignée maudite. L'un d'eux, dans une note retrouvée plus tard dans les ruines de la cathédrale, écrivait: le peuple crachait en direction du palais et les enfants dessinaient sur les murs un crâne en décomposition couronné. C'était leur dernier roi. 1 mois plus tard, la capitale était en proie à un incendie criminel. Plusieurs maisons nobles ont brûlé avec leurs bibliothèques. Les chroniques de l'époque n'ont pratiquement pas été conservées.
Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des cadavres sur le pont et du sang dans les puits. Le pouvoir politique s'est définitivement effondré. Les catholiques et les réformateurs ont engagé une lutte ouverte. L'un des anciens conseillers, qui s'était enfui à Gênes, a écrit « Le corps est mort, mais la puanteur est restée dans les lois, dans les salles, dans le cœur des gens. Même ceux qui le haillaient sont devenus pires que lui. » C'est ainsi que prit fin une dynastie qui avait régné pendant 2 siècles. C'est ainsi que mourut un homme dont le corps se décomposa plus vite que l'Église n'eut le temps de lui pardonner ses péchés. Sa mort n'apporta pas la paix, mais sema les graines de la décadence dans tout le royaume.